Alors, du coup, Diana, toi, c'est quoi un peu les types de personnes que tu accompagnes, le genre de problématiques un peu récurrentes que tu rencontres dans les gens que tu accompagnes? Alors, en fait, les problématiques que je rencontre, c'est très souvent un déséquilibre dans la relation amoureuse et quelque Mhm. chose qui va en fait changer une dynamique relationnelle qui était positive au début dans une dynamique relationnelle qui devient négative et donc qui va entraîner un peu une spirale négative et donc va faire que la relation va se dégrader jusqu'à arriver à la rupture. Donc, Mhm. les personnes qui viennent me consulter, ils veulent changer enfin la dynamique relationnelle, que ça soit avec l'ex ou que ça soit potentiellement pour rencontrer une nouvelle personne. Mais en tout cas, on va travailler sur changer la relation à soi pour pouvoir changer la relation à l'autre. Mhm. Ouais, moi c'est un peu pareil. Les gens qui viennent me parler, c'est beaucoup des. Alors moi, je travaille plus sur l'individu vraiment que sur le couple. Mais globalement, les problèmes qui sont amenés par l'individu, c'est aussi beaucoup des problèmes d'équilibre, en fait, d'être à sa place en quelque sorte, où il y a une des deux personnes dans la relation, ou dans les expériences, les répétitions de relations que la personne a eues dans le passé où il y a un déséquilibre en fait d'une manière ou d'une autre, où il y a une personne qui essaye de sauver l'autre, où il y a une personne qui essaye de faire le thérapeute, où il y a une personne qui au contraire se porte en une espèce de... Ouais, le moyen est peut-être un peu fort, mais une victime en fait Oui, qui a besoin que l'autre lui donne des choses, fasse des choses pour elle, se déresponsabilise d'une certaine manière, et du coup bah, ça met à l'autre des responsabilités de porter la relation, des choses comme ça. Et globalement, ouais, moi, c'est assez souvent des choses comme ça que je rencontre aussi. mm, Des hommes qui ont de la peine à prendre la place de l'homme, tout simplement, et des femmes à prendre la place de la femme, en fait. Parce que ouais. l'idée de la relation, c'est d'être dans un partage et dans un échange. Et du coup, bah, s'il y a un déséquilibre comme ça, c'est compliqué d'être dans un échange productif, quoi. Oui. En fait, c'est la même problématique que je rencontre et c'est que je vois, bah, surtout quand je travaille avec les femmes, c'est que typiquement, elles vont me dire que ce sont elles qui portent la relation, qui vont faire tous les efforts et que de l'autre côté, enfin, elles se trouvent confrontées à un homme qui est quelque part un peu passif ou pas assez actif, par exemple, comme elles voudraient. Et donc, qu'à un certain moment, même si à la base, c'est pas ce qu'elles souhaitent, elles vont se trouver dans une posture un peu de supériorité. Donc souvent, une posture des mères, une posture des thérapeutes, et Mhm. l'autre va se trouver en fait dans une posture, bah, en effet, c'est comme tu disais avant, donc une posture des victimes. Après, Mhm. moi, je pense personnellement que la posture des victimes, c'est un peu une posture d'enfant. Et que donc, du moment où une personne va tomber dans la posture des victimes, enfin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démissionner de ses responsabilités à quelques endroits dans lesquels c'est trop Mhm. difficile pour lui, et Mhm. donc va se mettre dans la posture d'enfant, ce qui va faire que l'autre personne, bah, naturellement, va se mettre probablement dans la position des parents, dans la posture des Mhm. parents. Ouais. Et voilà, et c'est là qu'on va avoir un déséquilibre dans la relation, puisque la Mhm. relation est une danse. Donc, les Ouais. changements de posture vont générer un changement de posture. Oui, oui, c'est sûr, parce que bah, c'est un exemple que je prends souvent. Si quelqu'un vient vers toi dans la rue avec une mallette et puis un joli costard, cravate, et puis qui te propose des investissements immobiliers, bah, il se propose comme un vendeur. Et toi, du coup, tu vas naturellement répondre comme un acheteur ou pas. Tu vas dire non, je suis pas intéressé par l'achat. Ou alors oui, montrez-moi les prospectus, etc. Si la personne se présente à toi comme un vendeur, t'as pas de possibilité de te comporter autrement que comme un acheteur, intéressé ou pas. Mais tu vas avoir un dialogue d'acheteur, dire non, je suis pas intéressé, non, j'ai pas les moyens, non, c'est pas le moment, ou des choses comme ça. Et dans la relation, c'est pareil. S'il y a un des deux qui se met dans la posture de victime, bah ça laisse pas le choix à l'autre que d'être dans bah, ce fameux triangle de Cartman, ou le triangle victime, bourreau, sauveur. Si moi je me mets dans une posture de victime, ça laisse pas le choix à ma partenaire d'être soit mon bourreau, soit mon sauveur. Mais si moi j'adopte une posture, même sans forcément dire à l'autre ce qu'elle doit faire, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de jouer le jeu, c'est implicite. Il faut vraiment une conscience et un libre arbitre et un recul sur la situation pour dire à l'autre, écoute, là tu es en train de te mettre dans cette posture-là, moi j'ai pas envie de jouer à ça, alors je sors de là, je veux pas jouer sur ce plateau-là. Oui, Et à ce moment-là, la victime, bah, elle ne peut pas rester victime, puisque, bah, ok, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur, mais du coup, je suis victime pour qui? Je suis victime de quoi? L'identité que je me construis à ce moment-là en tant que victime, elle a, elle a plus aucun fondement, elle a plus aucune base, elle ne peut pas résister. Après, là où la question, elle est vraiment intéressante, c'est
qui commence à Oui. rentrer dans un rôle particulier qui induit que l'autre doit rentrer dans le rôle correspondant. Bah, moi, si je devais répondre comme ça, je dirais en fait, qui commence, bah, c'est la personne qui a peur. Dans le sens que pour moi, c'est quand on utilise les triangles de Karpman dans nos relations, bah, c'est quand l'intimité n'est pas possible. Donc la vraie intimité émotionnelle qui implique en fait la vulnérabilité, donc l'effet d'être soi-même et de Mhm. pouvoir se positionner pleinement tel qu'on est. Sans être, disons, guidé, drivé, je dirais même, pour sa peur d'être rejeté, sa peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et donc, Mhm. du moment où on se laisse maîtriser par ses peurs, ben, on va rentrer dans ces jeux psychologiques, dont notamment en fait, les triangles de Karpman, pour moi, c'est les premiers en fait, qui règlent les relations. Et à chaque fois que je vois dans les relations un triangle de Karpman, ben, pour moi, ça, c'est une relation dans laquelle on n'est pas encore, en tout cas, au stade d'une vraie intimité émotionnelle. Mhm. Donc, on est en Mhm. train de jouer, entre guillemets, un jeu inconscient, bien sûr, dans lesquels un des deux, à un moment donné, va prendre la posture des victimes, l'autre la posture des sauveurs, et typiquement, après, bah, va forcément devenir son persécuteur. Et moi, je vois Mhm. beaucoup ça dans des relations qui arrivent après à la rupture, parce qu'en fait, tout d'un coup, bah, dans mon cas, je me trouve beaucoup à travailler avec des femmes qui, à un moment donné, vont elles-mêmes devenir un peu les leaders de la relation. De l'autre Mhm. côté, on a un homme qui se désengage et qui donne de moins en moins d'efforts, en fait. Et les résultats, en fait, c'est qu'on a un vrai problème d'attraction à un moment Mhm. donné qui va Mhm. faire que la dynamique relationnelle ne va plus fonctionner. Et que l'homme même va se sentir que cette femme est autoritaire et veut le contrôler ou le changer. Et ce changement d'attraction, comme tu dis, ce changement d'attractivité du partenaire, il est tout à fait normal et tout à fait sain, dans le sens où être attiré par quelqu'un qui se place comme étant notre supérieur, en quelque sorte, comme quelqu'un qui est notre papa ou notre maman, c'est pas très sain, quoi. Donc Non, c'est implicite et c'est normal. Si j'ai l'impression que ma partenaire se comporte tout d'un coup comme ma mère, bah c'est normal que je vais avoir moins d'intérêt pour elle, moins oui, d'attraction, moins de désir, moins d'envie de construire, de projection, etc. Et a fortiori, dans l'autre sens, c'est pareil. Si moi, je me mets dans une posture d'enfant, de victime, de vas-y, fais ça pour moi, aide-moi, etc., ben, l'autre personne, elle se sent toujours obligée de s'occuper de moi, littéralement. Et du mhm, coup, ben, c'est pas quelqu'un avec qui on peut construire si on doit s'occuper de la personne avec qui on avait plutôt pour objectif de construire, en fait. C'est comme si tout d'un coup, on prend un chien, puis le chien, il va environner vers le canapé, puis il dit, tiens, prends la laisse, va te promener. exactement, oui. Non, c'était pas ça le projet. Le projet, c'est que moi, je te promène. C'est pas que Ouais, toi, tu viens me donner la laisse pour que me la mettre au cou et puis que c'est toi qui vas me promener. C'est inverser la relation, c'est mettre la relation sur des choses qui sont pas, j'ai envie de dire, qui sont pas prévues pour, en fait. oui, C'est comme tout de à prendre une assiette pour couper du fromage. Non, fait. on fait un couteau pour couper le fromage, puis après, on le met sur l'assiette. Mais si on inverse comme ça la, 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 le but auquel les choses sont destinées, un couteau, c'est fait pour couper. Une assiette, c'est fait pour poser des trucs dessus. Si on change ce principe-là, bah forcément, la relation, elle fonctionne plus. Absolument, ouais. Et je me demande dans quelle mesure on est vraiment conscient, en fait, de sa posture hein, dans la relation, parce que comme tu disais avant, la chose la plus importante là, c'est être vigilant Mm, et pouvoir voir, en fait, c'est quand que l'un ou l'autre tombe dans la posture des mm, victimes et va démarrer, en fait, un triangle dramatique pour pouvoir mm, sortir de là. mm, Donc, je ne sais pas si tu as déjà traité en fait des situations comme ça, si tu as déjà eu des mm, cas comme ça, et s'il y a quelque chose que tu penses en fait être potentiellement bah, une piste en fait pour mm. les personnes à explorer. Alors, j'ai eu le cas récemment d'une femme à laquelle je pense. Elle me dit, en fait, son copain, il est extrêmement contrôlant, il veut surveiller son téléphone et tout. Enfin, il s'inquiète dès qu'elle doit sortir, il lui fait la misère. Et en fait, il se place vraiment sous une forme un peu de bourreau, pardon, sur le triangle là. Et elle s'en rend compte, mais elle veut pas rentrer dans le rôle de victime. Mhm. Alors du coup, lui, c'est comme s'il était sevré de cette idée d'être un bourreau. Il dit, merde, ça marche pas en fait, je peux pas en faire une victime. Alors du coup, lui, il change de rôle. Et lui, il devient sauveur. Non, mais vas-y, on va trouver des solutions, ça va marcher, tu vas pouvoir sortir avec tes copines, etc. Mais en faisant ça, il essaye encore de la faire comme une victime. D'abord, qui a besoin d'être persécutée,
ouais. Et si ça marche pas, bah, il change de posture, lui, il change de poste en disant bah, bourreau, ça marche pas, j'ai pas d'emprise sur elle. Alors j'essaie de me mettre en sauveur et puis on verra si à ce moment-là j'arrive à avoir une emprise sur elle. Donc Mm. effectivement, ça demande beaucoup de recul en fait. Ça demande de la, même pas tant de la réflexion, mais du ressenti surtout, de la connexion à soi, à ses émotions, à son cœur, à comment je me sens là tout de suite. Est-ce que j'ai l'impression de devoir sauver l'autre? Est-ce que j'ai l'impression que l'autre essaye de me sauver? Est-ce qu'il me parle aussi dans le lexique, dans les mots qu'on utilise? Il y a des éléments qui montrent qu'on essaye de sauver l'autre ou que l'autre essaye de faire de nous une victime ou un bourreau, ou peu importe. Mais il y a dans le lexique, dans le ressenti, il y a des choses qui peuvent nous indiquer ça, en fait. Quand on se sent, on a l'impression qu'on n'est pas à l'aise, on a l'impression qu'on n'a pas envie d'être en lien avec l'autre, qu'on a l'impression de devoir quitter cette conversation, fuir l'endroit ou des choses comme ça, ça, c'est en principe des bons indicateurs qui montrent que la relation, on n'est plus sur une relation amoureuse à ce moment-là précis, quoi, en tout cas. Mhm. C'est intéressant parce que, tu vois, je me demande en fait quelle est la meilleure bah, solution, s'il y a une solution, pour les blessures réciproques. Parce que, tu vois, si, et comme j'ai souvent, par exemple, une personne, un des deux qui a un style d'attachement qui est plutôt anxieux et l'autre Mhm, qui a un style d'attachement qui est plutôt évitant, donc les premiers ont peur de perdre la relation, les deuxièmes ont peur de perdre la liberté. Donc, mhm, typiquement, quand j'ai ces cas de figure, et je l'ai vraiment régulièrement, tous les jours, c'est pas évident, en fait, de, comment dire, de rester lucide, de rester conscient, en fait, sur quelle est ma part et quelle est la part de l'autre mhm, dans la dynamique relationnelle. Ça veut dire, en fait, que, tu vois, du moment où, bah, imaginons que la personne avec le style d'attachement anxieux, par exemple, elle pense de ne pas être importante. Et mhm, l'autre personne, en fait, elle pense que l'autre soit dépendante et qu'elle ait envie de le contrôler. Tu vois, mhm, quand on rentre dans une dynamique comme tout à ça, fait. on peut vite rentrer dans des conflits à répétition Mhm, parce qu'on n'arrive pas, en fait, à sortir de ses blessures. Donc, on est, bah, moi, mhm, j'ai envie de dire victime de soi-même et on essaye de complètement. contrôler l'autre pour être Ouais. sauvé. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est victime de soi-même, oui, mais de quelle part de soi-même? On est victime de la part qui ne veut pas se soigner, Oui, de la part qui ne veut pas évoluer, de la part qui ne veut pas voir ses blessures, les dysfonctionnements que ça engendre et le mal-être que ça engendre. Parce que être victime de ces blessures, c'est une chose, mais si on préfère garder le statu quo plutôt que de soigner les blessures qui engendrent ces dysfonctionnements, qui engendrent ce mal-être et qui engendrent ces conflits, c'est un effet boule de neige, en fait, c'est un cercle vicieux qui commence par les blessures qu'on a. Parce que typiquement, tu disais avant comment on fait pour sortir d'un cercle vicieux, justement, de ce cercle de ce triangle de Cartman, la prise de conscience, mais après, il faut la communiquer. Et c'est là où c'est pas facile. Dire à l'autre, écoute, là, tu es en train de te mettre en posture de victime. J'ai pas envie d'être ni ton bourreau, ni ton sauveur. Alors, si tu veux être une victime, aucun problème pour moi. Mais c'est à toi de te sauver de ce rôle-là. Moi, je reste en dehors, je te soutiens, je t'aime, je sais que tu es capable et tu vas pouvoir t'en sortir. Mais c'est pas à moi de t'aider à sortir de là. mm, C'est quelque part vachement. Ça peut être perçu comme du rejet. absolument. Ça peut être perçu comme du c'est tes histoires, tu te démerdes. Oui, je n'ai pas envie de m'occuper de toi ou tu n'es pas importante pour moi. Ouais, c'est ça. Et Ça, assez ça souvent, appelle à la responsabilisation individuelle, mais tant qu'il y a une personne à qui on dit ça, qui garde ces blessures-là, qui engendre le fait qu'elle veut être une victime, et pas forcément la capacité d'entendre que c'est, on lui demande de se responsabiliser. Elle va plutôt sentir que là, je ne veux plus de toi. oui, et en effet, je trouve que là, elle tombe encore plus dans la posture des victimes Bien et sûr, encore plus sur l'emprise de sa blessure, parce qu'en fait, ça va, comment dire, augmenter la blessure, si on peut c'est dire ça. ça. Alors que tu vois, je trouve très difficile, en tout cas, de pouvoir, comme tu dis, être à côté de la personne sans sauver la personne. Parce qu'au fond, si je regarde cette personne qui est dans la posture des victimes, tu vois, si on regarde cette partie, ces petits bouts de la personne qui est en posture des victimes, moi, ce Mhm. que je vois, c'est un peu un enfant terrorisé. Un enfant qui ne sait pas quoi faire. Tu vois, c'est cette partie enfantine qui dit, oui, mais moi, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment gérer Mhm. ça. Et Mhm. donc, plutôt qu'aller faire appel à mon parent antérieur, donc à la partie de moi qui est adulte et qui peut s'occuper de moi, je viens Mhm. chercher ta partie adulte, ta Ouais, partie qui c'est va ça. s'occuper de moi. Et donc voilà, là, on a les phénomènes typiques de Mhm. la dépendance affective. Ouais.
Donc, comment sortir de là? C'est ça, c'est ça la question. Ouais, tout à fait. C'est effectivement une question un peu compliquée, mais je pense que là, un très bon exemple de cet équilibre qu'on recherche, parce que justement, quand on se met dans une posture de victime, d'enfant intérieur, on a besoin d'être, comme tu dis, on a besoin de faire appel à un parent, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider, qui va nous guider, qui va nous sortir de là. Au lieu d'aller chercher ça chez l'autre, il faut aller chercher ça en soi. Mais quoi qu'il en soit, ça demande un équilibre. Si je me mets dans ma posture d'enfant intérieur blessé, j'ai besoin que mon parent intérieur prenne le dessus Oui, pour me materner, pour me guider, pour me couver, pour m'encourager, me valoriser, etc. Mais quoi qu'il en soit, on va chercher un équilibre. Et le oui, meilleur équilibre qu'on a sous les yeux tous en permanence, c'est la nature. oui, Par exemple, comme on disait avant, là, le Soleil et la Lune, ils sont réputés comme étant tous les deux bah, hyper nécessaires au fonctionnement de la Terre, à l'équilibre, qui permettent une certaine température, qui permettent des saisons différentes, etc., à différentes espèces de grandir, d'évoluer, de se reproduire, de perdurer dans le temps. Et d'un point de vue un peu plus spirituel, le Soleil est considéré comme étant une énergie masculine et la Lune comme une énergie féminine. Ils sont pas toujours à 50-50. Là, on est dans une période, là, juste avant Noël, où il y a beaucoup plus d'énergie féminine, il y a beaucoup plus de lune que de jour. Mais en été, ça va être l'inverse. Et sur l'ensemble de l'année, l'énergie va s'équilibrer. Il y a autant il y a autant d'heures et de minutes de jour que de nuit sur une année entière. Et c'est cet équilibre-là qui doit nous inspirer à se dire, mais dans ma relation, l'équilibre que je cherche, si moi je me sens inférieur ou supérieur, je dois me réguler à l'intérieur, absolument, mon oui, positif et mon négatif, pour que moi je sois équilibré. oui, Et que l'autre, s'il se sent déséquilibré en supérieur ou en inférieur, qu'il se régule intérieurement. Et quand on est individuellement équilibré, individuellement à cet équilibre entre la responsabilité, l'envie d'être choyé, l'envie de prendre soin de l'autre, l'envie que l'autre prenne soin de nous, etc., là, on peut échanger des choses. Mais si moi, je me sens inférieur et que je te demande à toi de devenir supérieur pour que ça rééquilibre la relation, bah, c'est là que la relation amoureuse perd de son sens. Parce que la relation amoureuse, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. tout à fait. Je suis complètement d'accord et en même temps, je me rends compte d'à quel point c'est facile de tomber dans les pièges. Parce que, tu vois, en même temps, je me dis, c'est aussi normal quand notre partenaire bah, ne va pas bien, par Mhm. exemple, avoir envie, en fait, de faire quelque chose pour que Bien l'autre sûr. aille mieux, avoir envie peut-être Mhm. de consoler, de donner de l'affection, de donner de la tendresse. Donc ça, c'est aussi normal. Donc, c'est où la limite? Parce que, toi, je trouve vraiment très, très intéressant ce que tu dis par rapport aux polarités, par rapport au Mhm. masculin et au féminin. Et typiquement, je l'utilise aussi dans les séances. Donc, je vais travailler avec les masculins internes et les féminins Mhm. internes pour aller Mhm. mettre en lumière quelle est cette relation et faire en Mhm. sorte que la personne puisse faire appel à son masculin et à son féminin euh, Mhm. intérieur bah, pour avoir la même relation à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, avoir une Mhm. relation dans laquelle il n'y a pas trop de déséquilibre si possible, Mhm. en allant ajuster ces rapports. Mais c'est vrai que c'est pas évident en fait de remarquer parce que c'est vraiment dans les temps d'un instant, dans une seconde, Mhm. on peut glisser dans une posture Ouais, qui ne correspond pas et on s'en rend c'est compte ça. beaucoup plus tard. C'est ça. Mais ça, c'est du réflexe. Les choses qui se font en une seconde, c'est du réflexe. Oui, Et le réflexe, à ce niveau-là, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il vient, comme tous les réflexes, de quelque chose qui a été appris. Il y a un feu qui s'allume, bah, le réflexe, c'est d'aller chercher de l'eau pour l'éteindre. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, le réflexe, c'est de se lever pour aller répondre. Il y a quelqu'un qui est en souffrance à côté de nous, le réflexe, c'est d'aller l'aider. oui, Mais ça, on l'a appris dans notre famille. mhm, Et au fait, on gère et on évolue dans notre relation amoureuse sur un espèce de mélange, d'imbroglio peut-être même, entre l'amour familial et l'amour relationnel. C'est oui. pas la même chose. On n'aime pas ses enfants comme on aime son amoureux ou son amoureuse. Non, c'est clair.
on n'aime pas ses voisins comme on aime son partenaire amoureux. Oui, Pourtant, ça peut être de l'amour aussi. En amitié, c'est pareil, c'est une forme d'amour, l'amitié. Mais c'est pas la même chose que la femme ou l'homme qu'on a épousé. Donc, ça s'appelle amour, mais il y a différents niveaux, différentes catégories d'amour. Et le oui, problème, c'est qu'on reprend l'amour qu'on nous a inculqué en étant petit, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, on doit se donner des coups de main, on doit se soutenir, se supporter les uns les autres, on doit aider les autres, etc. Et dans la relation amoureuse, bah, j'ai l'impression que l'idée, c'est plutôt de s'aider soi-même et de partager les belles choses avec l'autre. Se oui. soutenir, s'encourager, oui, parfait. Mais régler les problèmes de l'autre, on n'a aucune prise. Combien de Oui. fois tu as rencontré des gens qui te disaient qu'ils essayaient de régler des problèmes de l'autre ou que l'autre essayait de régler leurs problèmes et que ça marchait pas? Oui, oui, j'ai rencontré souvent, bah, j'ai rencontré souvent cette dynamique dans les relations. Par exemple, souvent, je me trouve à d'accompagner des hommes qui n'ont pas, comment dire, assez confiance en eux Mhm, pour se laisser aimer tels qu'ils sont. Et ils pensent mhm, qu'ils doivent faire beaucoup de choses, en ouais, fait, pour se faire aimer, pour gagner l'amour. Et mhm, voilà, par exemple, moi, je retrouve exactement la même dynamique de se sentir inférieur, essayer mhm, de contrôler les résultats finaux. Donc, essayer mhm, de contrôler que je ne serai pas abandonnée, que je serai aimée, que je serai désirée. Tu vois, et je trouve mhm, que c'est justement cette, comment dire, cette habitude, en fait, d'essayer de contrôler, parce qu'on est animé par des peurs, voilà, qui sont là, qui va faire, en fait, qu'on essaye qu'on n'arrive pas à être soi-même et on essaye plutôt de faire juste, enfin, de faire des choses, tu mhm, vois. Donc, ouais, plutôt que vivre la relation et être vraiment dans une vraie vulnérabilité, dans une vraie intimité émotionnelle, on mhm, va plutôt se trouver à penser la relation, mhm, essayer de la contrôler, avoir des stratégies pour obtenir ce qu'on veut. Et je pense que c'est là que tout va foirer, en fait, parce qu'il ouais, n'y a plus quelque chose qui est naturel et qui va émerger. Tu vois, il y a mhm. tout des peurs, à quelque part, qui vont faire en sorte qu'on va mettre des masques dans la relation. Ouais, c'est complètement de la peur, selon moi. C'est qu'on est éduqué dans un système, dans des valeurs, dans une époque aussi, où on met beaucoup plus en avant le faire que l'être. Donc, plus c'est masculin que les féminins. Je dois faire pour être aimé. Je dois Oui, faire pour attirer l'attention. Je dois faire pour mériter l'attention, pour mériter l'amour. Mériter l'amour alors que juste je suis, ça parle à pas beaucoup de gens, ça. Qu'est-ce que j'ai ouais, fait ça, pour mériter l'amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le désamour aussi? On a toujours l'impression que ce qu'on reçoit, ça dépend de ce qu'on fait. exactement, comme si on l'avait mérité. C'est ça, mais c'est pas une question de mérite. Non. Et ça, je trouve que c'est pas évident, en fait, de résoudre ça à l'intérieur de soi, Ah, parce c'est qu'on hyper pense, compliqué, c'est sûr. ouais, on pense que ce qui nous arrive, positif ou négatif, c'est parce Mhm. qu'on l'a mérité. Alors que, C'est ça. je veux dire, si on nous arrive des mauvaises choses, c'est pas parce qu'on les a méritées. Bien sûr que non. Et c'est même très, très, très douloureux et dangereux et je sais pas quel autre synonyme dire, mais c'est dangereux comme posture de croire qu'on doit mériter les choses. Oui, Parce que si vous regardez autour de vous, qui que vous soyez, où que vous soyez sur la planète, et peu importe à quelle époque, vous avez des exemples par dizaines à portée de main pour comprendre qu'on ne vit pas dans une méritocratie. tout à fait. Donc, se dire, avoir la conscience ou le savoir inconscient, ça dépend, qu'on ne vit pas dans une méritocratie et en même temps que je dois faire pour mériter, mais ça n'a aucun sens de vouloir mériter quelque chose dans un contexte global où on ne récompense pas le mérite. Oui. C'est... Pour moi, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Donc, d'un côté, là, il y a les blessures émotionnelles. Hein, donc, Mhm, l'habitude, enfin, avoir appris quand on est enfant que je dois faire quelque chose pour mériter l'amour mhm, de mes parents. Et il y a un autre problème qui, pour moi, c'est vraiment à niveau de la société. Et je trouve, mhm, en fait, qu'on a, à quelque part, un peu, enfin, pas un peu, en fait, beaucoup étouffé les féminins. Tout ce qui est mhm. ressenti, être, C'est sûr. créativité. Euh, en fait, à force de réprimer ces féminins, Mhm,
parce que ça a été beaucoup associé en fait à la fragilité, à la faiblesse, alors qu'au même endroit dans lequel il y a la fragilité, il y a la vulnérabilité. Donc, les mêmes endroits, quelque part, qui est risqué, d'un côté, bah, c'est l'endroit dans lequel l'intimité peut naître et une relation peut vraiment exister, mais pour de vrai. Tu vois, parce que quand j'accompagne en fait toutes ces personnes qui vivent des ruptures amoureuses, bah, ce que je vois en fait, c'est qu'il y a eu ce triangle de Karpman avec des cycles qui se sont répétés bah, jusqu'à arriver en fait à dégrader la relation et à la détruire complètement. Mhm. À quel moment on a eu de la vraie intimité? Et c'est souvent après, quand on se voit et on n'a plus besoin en fait de s'impressionner, de se Mhm. charmer, d'être aimé par l'autre, qu'il y a la vraie intimité et que la vérité peut être dite. Et pour Mhm. moi, ce qu'il y a de plus intime entre deux personnes, c'est la vérité. Et même si la vérité, c'est je ne souhaite pas être en couple avec toi, c'est la vérité. Mhm. Tu vois, pour moi, ça, c'est la vraie intimité. Donc, à un moment Mhm. donné, la relation a une vie, enfin, une vie au-delà des deux personnes. Hein. Elle a une Mhm. dynamique, donc elle va évoluer. Et je pense que le plus beau cadeau que deux personnes puissent se faire, enfin, c'est cette vérité, parce que la vérité, c'est l'intimité. Mhm. Bien sûr. Et même si tu dis cette vérité, c'est peut-être des fois, j'ai pas envie d'être en relation avec toi, ça va pas avancer dans le sens où on veut, si nous on veut être en relation avec l'autre. Mais c'est quand même ça qui va nous faire avancer. Bah oui, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens non plus, puisqu'on ne peut pas contrôler l'autre, et ça serait Mhm. pas correct non plus. Bah, ça n'a pas de sens, en fait, d'être avec quelqu'un si cette personne n'a pas la même envie. Oui, exactement. C'est ce que je dis souvent à des gens qui sont intéressés, qui sont attirés des fois exclusivement par des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont pas disponibles. C'est, Mhm. mais quelle part de toi est attirée par la personne qui est indisponible? Bah, la Quelle partie part de capable de toi, souffrir. quelle part de toi refuse de comprendre que la première qualité, la première caractéristique, la première compétence de quelqu'un à qui je m'intéresse, et la toute première chose que je dois vérifier, c'est est-ce qu'elle veut de moi, cette personne? Ouais. Si elle veut pas de moi, ok, bah alors je ne peux pas vouloir d'elle, en quelque sorte. C'est pas juste de vouloir de quelqu'un qui ne veut pas de moi. Oui, je trouve que ça, c'est un passage, c'est super important parce qu'il y a tellement de personnes qui essayent de convaincre l'autre, en Mhm. fait, à être choisi, enfin, qui essayent de faire des choses pour dire, OK, je choisis moi, regarde-moi, je suis la personne idéale. Et en fait, il y a énormément d'énergie qui sont dispersées là-dedans et qui peuvent qu'amener en frustration. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Mais ça aussi, c'est, selon moi, c'est un réflexe vraiment de ce qu'on a appris. C'est quelque chose de très inconscient, mais c'est un réflexe qu'on a appris dans notre enfance. Si on grandit dans un environnement où on voit que les deux parents, ils sont sans cesse en train de s'engueuler, qu'il y a des cris, qu'il y a de la violence, qu'il y a du dénigrement ou des choses comme ça, bah, on va avoir cette impression que bah, l'amour, c'est un peu violent. Oui, L'amour, c'est des pics d'adrénaline. L'amour, c'est des cris, c'est des coups, c'est de la peur, c'est... Et au final, ça fait une génération où on est attiré, enfin une génération, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça fait des gens qui sont intéressés, qui sont attirés par une forme de violence. oui. Typiquement, le concept que le nice guy, c'est pas intéressant, c'est ennuyeux, et que moi, ce que je veux, c'est un bad boy, ben, ça vient de là, en fait. Mhm. J'associe l'amour à une certaine forme de violence. Oui. Et c'est pareil pour l'indisponibilité, pour l'absence. Si les parents, un des parents est absent parce que trop pris par des addictions, des soirées au bar ou trop de travail ou des choses comme ça, ou des croyances aussi que ouais, élever les enfants c'est pour la maman, alors moi c'est bon, je peux faire mes affaires de mon côté. Ou alors indisponible émotionnellement, à jamais dire des je t'aime, des je suis fier de toi ou des choses comme ça. Si un des parents est indisponible dans le rôle éducatif, on va aussi associer que, ah, l'amour, c'est comme ça. Ah, ok. Bah, du coup, je dois chercher quelqu'un d'indisponible alors, puisque c'est Oui, ça l'amour. C'est pas agréable, c'est pas facile, mais ça, je connais. Et c'est oui, en ça que c'est rassurant. C'est pour ça qu'on reste avec ces idées de courir après l'indisponible. Si on a été élevé par des parents indisponibles, c'est parce que tout simplement, d'un point de vue inconscient et extrêmement lointain, on a enregistré que
la famille égale l'amour. Si dans la famille, il y a de l'indisponibilité, eh ben maintenant, quand je cherche de l'amour, eh ben je vais chercher de l'indisponibilité. Oui, au point même dans lesquels on n'est pas attiré, donc on ne ressent pas vraiment de l'attirance vers quelqu'un qui est disponible, parce que cette personne, du Exactement. coup, tout d'un coup, est dangereuse, parce que ça nous expose au risque, en fait, de vivre vraiment l'amour avec tout Ouais, ce que cela implique. Et donc, les résultats, mais tu vois, je le vois régulièrement, du moment où, par exemple, il y a une personne dans les couples qui est vraiment disponible, vraiment prête, en fait, pour ouais, vivre l'amour, et l'autre pas encore. Il y a ouais, un manque de compréhension à ce niveau-là. Et la chose que je trouve même absurde personnellement, c'est que la personne qui n'est pas prête va plutôt voir l'autre, plutôt prendre l'autre pour acquise, enfin, ouais, ouais, en disant, en ne pas comprenant qu'en fait, cette personne, elle est juste safe. ouais. Exactement. Exactement. Et donc, va chercher encore les drames, parce que non, c'est les drames, c'est les conflits, c'est la guerre, C'est c'est ça l'amour. du tout. Et c'est ça que j'appelle l'amour, Ouais, enfin. c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est juste un problème de définition en fin de compte. Est-ce que, je me demande, hein, est-ce que c'est un problème de définition? Est-ce que c'est un problème de... Pour moi, c'est plutôt un problème de résolution, dans le sens que ce que je vois, c'est qu'il y a une répétition traumatique et on peut passer toute la vie à vivre la même relation avec juste un visage différent et un prénom différent. Mhm. Ou alors, on peut aller dans la résolution, aller là où les traumas est stocké et aller résoudre les traumas. Et pour moi, les plus grands problèmes dans les relations amoureuses, c'est qu'on va confondre, enfin, notre partenaire par notre parent. Et donc, on va projeter et essayer de faire la résolution avec les parents, Mhm. à travers les conjoints. Enfin, Mhm. C'est donc, c'est là exactement ça. pour moi que ça devient lourd de la relation. Ouais. Plutôt que reconnaître et dire, OK, bah, je suis en couple avec cette personne, donc cette personne va éveiller à moi des blessures qui sont là, et donc j'en profite pour aller faire la réparation de mon côté et libérer cette personne de quelque chose qui n'est pas bah, de sa compétence, c'est pas à lui ou à elle voilà, de nous soigner à quelque part. Mhm. Et donc, comme ça, on peut retrouver la légèreté dans les Mhm. couples et sortir du drame, sortir du Ouais. conflit, parce que les conflits n'ont plus lieu d'exister à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr. Une fois qu'on a résolu la misconception, comme on dit en anglais, Voilà. le mismatch, l'incohérence, voilà, entre c'est quoi le mot amour, il est collé à côté de quelle définition? Bah, si le mot amour, il est côté à côté il est collé à la définition absence ou violence ou des trucs comme ça, on va continuer à chercher ça et au bout d'un moment, on va se rendre compte que, mais en fait, non, ça marche pas, c'est pas ça l'amour. Ouais. Et C'est du quelque coup, chose que j'ai envie, que je fais souvent, en fait, que j'ai envie de faire aussi. C'est vraiment d'aller explorer avec les personnes. Quand on dit amour, quels sont les 5 premiers mots, enfin, qui viennent à l'esprit de la personne? ah, c'est un super exercice, ça. Ouais, J'ai jamais pensé à faire ça comme exercice, mais c'est vrai que c'est un super exercice, ouais. C'est quoi le lexique pour toi de l'amour? ouais. Si je dis amour, quels sont les premiers mots qui viennent à ton esprit sans Ouais, réfléchir, tu vois? ouais, ouais, c'est ça. Et là, tout Oui, de parce suite, que vas-y, vas-y. le lexique, moi, je trouve, il est super important. Quand je dis des fois aux gens de me parler de leur relation, il y a des mots qui sortent comme tromperie, contrôle, omniprésence, je sais pas, Wow. douceur, et puis et au final, tu prends sur un paragraphe entier, tu prends un peu les deux, trois mots-clés, puis t'es là, ok, donc quand je te demande c'est quoi l'amour, tu mets ça, 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 ça. À ton avis, ça fait partie du lexique de l'amour, ça? Et effectivement, alors dans le texte dans l'idée d'analyser entre guillemets un texte plutôt que juste quatre ou cinq mots, mais prendre un texte et moi je ressors les mots du texte pour dire ah mais regarde, je te demande de me parler de ta relation, tu me parles de contrôle, d'adultère, de violence, de cris, c'est pas une relation amoureuse ça. C'est pas le lexique d'une relation amoureuse, donc c'est pas une relation amoureuse. Oui. Dans ce Et, sens-là, je l'ai déjà fait. Mais demander à l'autre carrément de dire, dis-moi les cinq mots qui sont pour toi l'amour, ça, j'avais jamais fait. Ouais. tu vois, par exemple, moi, je fais cet exercice aussi pour ce qui concerne l'engagement, parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me voir pour me dire, moi, j'ai de la peine à m'engager, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur que l'autre veuille me contrôler ou me changer. Et Mhm. typiquement, ce que je fais, c'est que je pose la question, bah, quels sont les premiers 5 mots qui te viennent quand je dis engagement? Ouais. Tu Bah vois, ouais, c'est ça. très souvent, j'entends prison, contrôle.
perte de liberté, de ne pas avoir la possibilité en fait d'être Ouais, soi-même. Et je me ouais. dis, c'est impressionnant à quel point en fait les blessures d'enfance bah, nous impactent en fait encore aujourd'hui dans le fait Mhm. de considérer que si je suis moi-même, je ne peux pas être aimé, donc je Ouais, dois être quelqu'un d'autre. c'est ça. C'est ça. Bah, parce que si on a, encore une fois, si on a grandi dans un environnement où l'un des parents était absent, où il n'y a pas eu de valorisation, où il n'y a pas eu on a un développement physique qui se fait automatiquement. On a un développement éducatif par rapport à la culture générale, d'apprendre d'aller à l'école, d'apprendre à lire, à écrire, etc., qui se fait conjointement par l'État et les parents. Mais le développement affectif, c'est qui le fait? Ouais, Si moi, je me suis personne nous toujours dit je posé la t'aime, question. si Ouais, personne nous dit je suis fier de toi, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, etc., ben, ce développement, il se fait pas, puis on reste un enfant à ce niveau-là, tout simplement. oui, Moi, je suis très fort pour, je sais pas, moi, pour faire de la thérapie. Là, je suis très fort, je suis à un niveau adulte. Mais pour faire de la cuisine, j'aime pas cuisiner, donc j'ai, je sais pas, une dizaine de plats que je sais faire, c'est très basique. Là, je suis à un niveau enfant en termes oui, de cuisine. Et du coup, ben, comprendre que c'est OK d'être un adulte au niveau physique, d'être un adulte au niveau je sais plein de choses, etc. Mais peut-être qu'au niveau émotionnel, j'ai jamais vraiment fait ce travail et du coup, je suis au début. Et oui, le début, ça s'appelle l'enfance, tout simplement. Donc, il faut faire une éducation, se faire accompagner, se faire expliquer, se faire corriger peut-être certaines fois. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est sûr que si on ne nous a pas appris cette valorisation quand on était enfant, ben, forcément, on intègre l'image que mais je vaux rien, sinon on me l'aurait dit. oui. Et du coup, bah, vu que je vaux rien, bah, je vais aller me tourner, quand je cherche l'amour, vers n'importe quel crapule qui va me donner ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attention. Oui, et surtout aller par exemple rechercher tout le temps, constamment, bah, la validation, enfin la reconnaissance Ouais, chez l'autre. bien sûr. Et à la fin, ça c'est très lourd aussi dans nos relations, quand on Mhm. a affaire avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup besoin d'être reconnu parce qu'il ou elle n'a pas été reconnu. Ça c'est un piège aussi, je trouve, tu vois, parce que Mhm. ça, par exemple, je regarde des femmes dans les milieux de la danse, par exemple, et je vois beaucoup, en fait, cette envie d'être, bah, de faire en sorte que l'autre les trouve belles, gracieuses, harmonieuses, etc. Et c'est vrai qu'une question que je pose souvent à mes clientes quand elles ne sont pas sûres, en fait, d'elles par rapport à leur apparence physique, c'est aussi, oui, mais tu vois, qu'est-ce qui fait, en fait, que tu te sens belle? Et très souvent, la réponse, en fait, c'est quand mon partenaire me trouve belle. Et tu vois, là, c'est intéressant parce que je dis, mais attends, comme ça, tu donnes la responsabilité à cet homme de te trouver belle. Et si un jour, il ne te trouve pas belle parce que je sais pas quoi, tu n'as pas dormi, voilà, tu n'es pas bien, donc tout simplement, tu es peut-être moins belle, alors ça veut dire que tu vas mettre, tu vas à quelque part prendre cette patate chaude de, donc la responsabilité de te trouver belle et tu vas lui donner à ton partenaire ta patate chaude, en gros, et dire, OK, moi, j'ai pas envie de m'occuper de moi, prendre ma responsabilité, donc sauve-moi et dis-moi que je suis belle quand même. C'est ça. Et il n'y a plus de pouvoir à ce moment-là. Ouais. Je dis toujours, responsabilité et pouvoir, c'est deux faces d'une même médaille. Si les gens qui nous écoutent, ils veulent retrouver du pouvoir sur leur vie, ok, très bien, c'est un super projet. Mais ça passe par aller chercher la pièce qui traîne par terre où c'est marqué responsabilité. Mm. On n'a pas, à part dans le monde du travail, qui est complètement flingué à mon sens et abusif et tout ça, mais à part dans le monde du travail, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une personne sur Terre qui a pris des responsabilités et où cette personne n'a pas obtenu du pouvoir à cause de ça. Oui. Si, je prends toujours l'exemple de la voiture. Si je suis Mhm. passager d'une voiture, bah, je décide pas de l'itinéraire, je décide pas de la vitesse, je décide pas de est-ce qu'on prend d'autres passagers ou pas, je décide même pas de la destination ou je décide de rien du tout. Si je veux le pouvoir de décider on va où, à quelle vitesse, avec qui, par quelle route, bah, je dois prendre la responsabilité de prendre le volant. Mhm. Et la responsabilité de prendre le volant, elle s'accompagne de responsabilités sous-jacentes. Dormir assez, ne pas boire, préparer l'itinéraire, fixer les rendez-vous aux diverses personnes, éventuellement choisir la musique en avance ou des choses comme ça. Si je ne prends pas la responsabilité de prendre le volant, je n'ai aucun pouvoir sur la qualité du voyage. Mhm. Et dans nos vies, c'est pareil. Les gens qui, dans l'exemple que tu as donné, la danseuse qui dit je me trouve belle, si lui il me trouve belle,
Ça veut dire que si lui, il me trouve pas belle un jour, comme tu as dit, parce que j'ai pas dormi, ben ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis pas belle. J'ai aucun pouvoir sur le fait d'être belle, juste parce que l'autre a dit non aujourd'hui. Oui, et en plus, tu vois, par exemple, quand je travaille avec la rupture amoureuse, bah, typiquement, la première chose pour les personnes qui ont été quittées, c'est de retrouver confiance en soi Mhm. et de retrouver confiance en la vie. Et savoir donc que, en fait, d'autres personnes peuvent nous trouver beaux et belles, mais surtout qu'on Mhm. peut soi-même se trouver beau et belle, parce que sinon, bah, le résultat, c'est qu'on sera toujours en dépendance C'est de ça, l'autre. Et c'est en ça. plus, plus on a besoin que l'autre nous trouve attirant, et ben moins on va obtenir ça. Parce Mhm. qu'on va se mettre dans une posture de dépendance. Et moi, j'appelle toujours cette partie un peu la partie de nous, hommes ou femmes, hein, qui est un peu mendiante et qui va Mhm. chercher, tu vois, cette reconnaissance. Bah, dis-moi que je suis aimable, dis-moi que je suis désirable. Et en fait, c'est une posture de dépendance qui, pour moi, est vraiment l'opposé de la séduction. Parce que la Mhm. séduction, pour moi, se base justement sur le fait de ne pas avoir besoin de la Mhm. validation de C'est l'autre. ça. Ouais, c'est ce Et que je on disais a- avant, c'est se réguler à l'intérieur soi-même. Et qu'est-ce qui va en sortir? On n'est pas toujours sûr. Mais une chose qu'on sait, c'est que c'est ça qu'on peut aller partager dans la relation avec un autre. Oui, Mais on ne peut pas demander à l'autre de nous donner de la sécurité, de l'argent, enfin, des choses matérielles. On peut, donne-moi une fleur, bah oui, je te donne une fleur, mais tu te sens comment? Ah ben je me sens bien. Puis le jour où je te donne pas de fleur, ça veut dire que tu te sens pas bien. Donc, exactement. on ne peut pas demander à l'autre, c'est pas une relation saine quand on demande à l'autre de nous donner quoi que ce soit, d'un point de vue émotionnel, affectif, etc. Au même titre qu'on ne peut pas donner à l'autre s'il manque de quelque chose. C'est clair. Non, non, c'est pas le but, c'est pas de combler un vide parce que de toute C'est façon, ça. ce serait pas Ça marche possible. pas. Ça marche pas. Tout le monde a déjà essayé de il me manque ceci, alors donne-le-moi. Ouais, Oui, ça va marcher une heure ou deux ou un jour, un week-end si tu as de la chance. Mais 2 jours après, tu as de nouveaux besoins qu'on te le donne. oui. Parce que ça vient pas de toi. Et tu vois, la chose intéressante, c'est que bah, dans la relation amoureuse, on projette énormément. Et je trouve, en fait, tu vois, que les processus même par lesquels on tombe amoureux, bah, c'est une projection. Donc, une projection de l'ombre blanche, de nos Mm, qualités, d'abord, et la mm, projection de l'ombre noire, donc de ce qu'on appelle nos défauts, ensuite. Euh, mm. et je trouve que là, c'est tous les pièges. Parce que quand une relation démarre, bah, on va idéaliser la personne et la mettre sur les pédestals. Et Ouais. du coup, imaginer que finalement, j'ai trouvé la personne avec laquelle je peux vivre l'union et à la Mm, fin de la relation, en fait, on va se focaliser énormément sur tout ce que j'aime pas de cette personne. Et donc, je vais toute seule créer la séparation, d'abord à l'intérieur de soi, pour après créer la séparation avec l'autre personne. Donc, comme mm, conséquence, en fait, des projections négatives sur l'autre personne. Donc, tu mm. vois, quand je travaille sur le changement d'une dynamique relationnelle, je travaille beaucoup avec l'union en soi pour permettre l'union dans la relation. Mhm. Tu Oui, vois? c'est exactement ça. C'est pour ça que moi, j'aime pas travailler avec des couples. Parce que je donne toujours cet exemple de si on prend un guitariste médiocre et un pianiste qui est médiocre, on peut travailler l'harmonie entre eux tout ce qu'on veut. Ça va rester un concert médiocre. Il faut que le pianiste il s'améliore, il faut que le guitariste il s'améliore, et quand les deux seront devenus individuellement meilleurs, de meilleure qualité, de meilleure assurance, de meilleure sécurité, de meilleure fluidité, etc., bah là, on peut aller dans la relation et offrir quelque chose de meilleur. Est-ce que Mais tu penses que ça peut exister une relation amoureuse avant qu'on devienne meilleur ou est-ce que tu penses qu'il faut attendre d'être un compagnon ou une compagne meilleure à quelque part pour aller dans une relation amoureuse et vivre l'amour? meilleur, c'est pas en termes de qualité de soi, en fait. C'est la Mhm. qualité de la relation. Si, je sais pas, si on prend un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, hein, c'est pas le sujet, mais qui sortent exactement de leurs moules familiaux, qui se rencontrent à 15 ans. Lui a grandi dans une famille où on lui a dit l'homme est supérieur à la femme est soumise, la femme est à la cuisine, etc. Si la femme qu'il va rencontrer, qui a aussi 15 ans, elle sort exactement de la même genre d'éducation, bah, elle va chercher un homme qui lui est supérieur, Oui. et lui va chercher une femme qui lui est inférieure. Ils vont se trouver parfaitement et la relation va marcher, Mhm. puisque ça correspond à ce qu'ils recherchent. Mais à un moment donné, ils vont quand même en arriver à la conclusion que, ouais, mais quand même envie de vivre autre chose, quoi.
Oui, que ça manque, en fait, quelque chose. C'est ça. Au bout d'un moment, il y a un équilibre qui va manquer. Et c'est là où on va se rendre compte que, ah ouais, peut-être que ma manière de voir la relation, c'est pas l'idéal. Peut-être que ma manière de considérer l'homme, c'est un peu trop exigeant. Peut-être que ma manière de considérer la femme, c'est un peu réducteur. Et là, on va chercher à évoluer. Mais au moment où ils se rendent compte de ces déséquilibres-là, c'est difficile de faire évoluer la relation Oui. si on ne fait pas évoluer l'individu. Je suis d'accord. C'est clair que chaque individu doit évoluer pour déjà pour soi-même et après pour Mhm. faire évoluer la relation. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je trouve que quand on évolue en même temps dans la relation, on ne sait jamais vers quoi on va évoluer. Donc, ça veut aussi peut-être dire la dissolution Mhm. de cette Exactement. relation parce qu'à un moment donné, un Bien peut sûr. évoluer plus vite que l'autre, Mhm. en fait. Bien sûr. Et donc, C'est- tu vois, il y a des couples qui restent des années, par contre, ils stagnent. Donc, il n'y a jamais d'évolution. Elles vont être dans la répétition et jamais avancer. Mhm. Donc là, Oui, c'est pour ça. moi, C'est ça. il y a Moi, quelque chose qui ne j'ai va des gens qui me pas. suivent depuis. J'ai une femme en particulier que j'ai en tête qui me suit depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Elle commente des fois des posts, elle va liker des publications que je fais ou des choses comme ça. Mais au final, elle en arrive toujours à me dire, ouais, mon mari, c'est pas terrible, mais bon, ça va. Et ça fait 5 ans qu'elle me dit ça. Ouais. Ça fait 5 ans qu'elle tolère ce, ouais, c'est pas terrible. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'elle met la responsabilité sur l'autre. Et c'est tellement Bien sûr. facile, en fait, de pointer les doigts et de dire les problèmes, c'est l'autre, plutôt que d'aller regarder, en fait, qu'est-ce qu'il y a en nous Ouais, qui fait on permet, en fait, à quelque ouais, chose de dysfonctionnel ouais. de se reproduire. Donc, Ouais. en même temps, elle n'a pas envie, elle, d'évoluer. Elle dit, mon mari n'évolue Exactement. pas, mais en fait, c'est elle qui n'a pas envie d'évoluer, d'aller se regarder à l'intérieur, et donc les résultats, Exactement. elles restent. Exactement. Il faut pas que les gens oublient que s'ils étaient perdus sur une île déserte, leur jalousie, ça poserait problème à personne. Exactement. Leur besoin affectif, ça poserait de problème à personne. Ouais, Leur besoin de contrôle, ça poserait de problème à personne. c'est vrai. Le seul moment où ça génère des problèmes, c'est quand on est en relation avec d'autres personnes. Donc, ça montre bien que le problème ne vient pas de l'autre, le problème vient de nous. L'autre n'est qu'un révélateur des problèmes qu'on a en nous. Oui, tout à fait. Et j'ai une question, bah, c'est vraiment par curiosité. Donc, au tout début de notre conversation, tu parlais d'hommes qui ont la sensation d'être peut-être contrôlés par des femmes ou qui rencontrent des femmes qui ont envie de les changer. Et qu'est-ce Mhm. que toi, tu conseilles à des hommes qui se trouvent dans cette situation, s'il y a des conseils? Bah, de réécouter le début de cette conversation, du coup, où on disait justement, à partir du moment où vous sentez que l'autre essaye de prendre un ascendant sur vous, ou qu'il essaye de vous donner un ascendant sur lui ou sur elle, voyez juste que c'est pas juste pour vous, en fait. Faites ce qui est juste pour vous. On ne peut pas se sortir d'une quelconque situation si on ne sait pas ce qu'on veut. Mhm. Et ce qu'on veut, ça doit être juste pour nous. Pas en termes de justice, mais en termes de justesse. Oui. Ça doit être juste pour moi. Est-ce que c'est juste pour moi de me faire contrôler par l'autre? Mhm. Non? Alors je lui dis non. Est-ce Ouais. que c'est juste pour moi? Oui? Ok, alors pas de problème. Mhm. En soi, le fait de vouloir contrôler l'autre, c'est pas un problème. C'est un problème seulement quand il y en a un des deux qui veut pas. Tout à fait. Justement. S'il y a les deux personnes qui sont d'accord, c'est absolument pas C'est un ça. problème. C'est comme l'exemple que je donnais avec le gars de 15 ans puis la meuf de 15 ans. Si les deux, leurs traumas, ils sont hyper compatibles, bah, ils vont se trouver au milieu puis ça va être parfait. C'est Oui. au moment où il y en a un des deux qui veut plus ça que ça va Ouais. poser un problème. Mais, Donc, si ouais. on a l'impression que l'autre essaie de nous contrôler mais que nous, on ne le veut pas, bah, il faut juste le dire en fait. Et refuser de jouer ce rôle, refuser d'accéder aux demandes de l'autre qui, d'après notre impression, essaye de contrôler, d'avoir un ascendant, de vouloir nous faire avancer à tout prix, de vouloir faire le thérapeute ou des choses comme ça. Ouais. Et tu vois, ben, j'ai envie de justement revenir à ce qu'on disait au début, parce que moi, je me trouve souvent accompagnée en fait des femmes fortes, comme je te disais, qui Mhm. ont tendance à attirer des hommes qui sont un peu plus passifs dans la relation, et donc qu'ils ont tendance à laisser que la femme en fait soit plutôt elle à faire Mhm. dans la relation. Et donc, typiquement, les cas de figure que j'ai vraiment tous les jours, c'est la femme qui a un caractère fort, qui va attirer un homme sensible. Et après, à un moment donné, il y a quelque chose qui va créer un court-circuit dans la relation. Et la Mhm. relation, donc il y a une perte à un moment donné d'attraction. Donc, tout d'un coup, bah, ce qui se passe, c'est typiquement que l'homme qui a été les premiers en fait, à induire
ces Mm, comportements de occupe-toi de moi ou aide-moi, tu vois, il a cherché, bah, en même temps, il reproche à la femme cette partie en disant, mm, voilà, elle se positionne comme ma mère, elle se positionne comme ma thérapeute, donc je ne la désire plus. Et donc, je ne me sens plus attirée, je ne sens plus que je dois, qu'elle me manque, je ne ressens plus de désir ou que je dois aller lui faire la cour, en fait, pour l'avoir. Tu vois, mm, moi, je coach beaucoup, beaucoup de femmes dans cette situation et c'est vrai que ben, on va travailler en fait sur l'énergie masculine et l'énergie féminine. J'aimerais mm. savoir si toi, tu as par exemple un conseil pour ces femmes. Alors, je pense que sur l'ensemble de la relation, si on prend les choses dans leur valeur absolue, il doit y avoir un homme qui amène l'énergie masculine et une femme qui amène l'énergie féminine. C'est un duo, c'est un échange. Donc, la femme peut avoir une part d'énergie masculine, aucun problème avec ça. L'homme peut avoir une part d'énergie féminine, aucun problème avec ça. Mais la relation ne peut fonctionner que si, sur un temps donné, il y a une espèce d'équilibre entre les deux. Oui, Encore une fois, la Lune et le Soleil, sur une année, il y a 50-50. oui. 15 juin, ouais, il y a plus de soleil que de lune. Puis le 15 décembre, bah, il y a plus de lune que de soleil. Mais globalement, sur l'ensemble de l'année, il y a un équilibre. Donc, les femmes qui essayent que toi tu rencontres, qui essayent de prendre ce contrôle-là, qui essayent de prendre un ascendant, de gérer les choses, de faire avancer des choses ou quoi, voyez dans quelle énergie vous êtes à ce moment-là. L'énergie Oui, de l'action, c'est plus. Je dis pas que c'est interdit aux femmes, encore une fois, mais l'énergie de l'action, du contrôle, de guider, c'est plus une énergie masculine. mhm. Et ça peut trouver sa place si le partenaire, il est dans une énergie plus féminine. Oui. Par contre, moi, je trouve qu'une relation comme ça, à un moment donné, va forcément contre les murs. En tout cas, ça, c'est mon opinion, hein, c'est pas en vérité. Parce que c'est que j'entends des hommes, donc quand je coach l'homme de la relation, bah, c'est que j'entends, en fait, c'est vraiment l'effet qu'il me dit, même l'homme le plus sensible que j'ai jamais rencontré, il me dit à un moment donné, moi, je veux me sentir l'homme dans la relation. Je veux pas me sentir la femme. Et si j'ai la sensation que c'est elle, l'homme, bah, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. J'étais très surprise vraiment d'entendre ça. Bah, c'est sûr que ça doit dépendre. Encore une fois, les deux doivent être d'accord, quoi. La femme peut prendre un peu, entre guillemets, ce rôle de l'homme, à condition que l'homme soit d'accord avec ça. Mais c'est clair que si l'homme, il est très masculin, très viril, très c'est moi qui commande et tout, et puis qu'il se trouve une femme qui est très masculine aussi, qui va vouloir prendre les devants, guider la relation, etc., bah, ça va être compliqué à gérer une relation où il y a, entre guillemets, deux énergies masculines, si c'est une relation hétérosexuelle, quoi. Oui. Donc, je pense que encore une fois, il doit y avoir de la place pour les deux et c'est peut-être une manière inconsciente et énergétique, vibratoire, appelle ça comme tu veux, Mhm. mais encore une fois, si je me place en bourreau, j'oblige l'autre presque à être victime ou sauveur, et donc à Mhm. choisir un rôle. Les femmes qui veulent prendre l'ascendant comme ça, elles prennent une place, elles prennent une posture dans l'énergie masculine. Est-ce que c'est une manière d'inciter l'autre à prendre l'énergie féminine et donc d'aller dans son émotionnel? Peut-être. Alors, ça c'est très très intéressant parce que je me trouve tellement, tellement souvent en fait à avoir cette Ouais. conversation. Et tu vois, typiquement, quand je parle avec l'homme, il me dit c'est elle qui doit être plus féminine. Quand je parle Mhm. avec la femme, c'est que j'entends c'est lui qui doit être plus masculin. Ouais. Tu vois? Donc à la fin, qui doit Encore une commencer? fois, c'est remettre la faute sur l'autre. Ouais. Mesdames, si votre homme est trop masculin, pardon, dans le contraire, si votre homme est trop féminin, reprochez-lui pas d'être trop féminin. Prenez-vous simplement la place du féminin. Et comment, donc, qu'est-ce que tu conseillerais, en fait, parce que ça m'intéresse beaucoup avoir l'opinion d'un homme, qu'est-ce que Hmm. tu conseillerais à une femme pour être plus dans son énergie féminine? Bah, les événements, les situations qui sont liées pardon, à de l'énergie féminine, c'est plutôt des choses comme l'anticipation, l'organisation, le planning en Ça, c'est général, ou des l'énergie choses comme masculine, ça. hein? Hein? Ça, c'est l'énergie masculine. Ah, pour moi, l'anticipation et l'organisation, c'est plus de l'énergie féminine. Ah, c'est très intéressant, ça, tu vois, parce que du coup, Pour toi, c'est comment on manifeste du coup l'énergie féminine? pour moi, l'énergie féminine, c'est être.
Tu vois, donc c'est beaucoup, en fait, par exemple, sentir, ressentir. C'est vraiment être dans bah, les présents, en fait. Mhm. Lâcher prise, ne pas avoir besoin de contrôler. Mhm. Tu vois, laisser que les choses, à quelque part, émergent. Donc, c'est vraiment dans l'être, alors que l'énergie masculine, elle est dans les faire, en fait. Donc, dans tout ce qui est Mhm. gérer, contrôler, faire avancer les choses. Tu vois, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Par exemple, dans mon Mhm. travail, je suis parfois dans l'énergie masculine, parfois dans l'énergie féminine. Mhm. Tu vois, par exemple, je Oui. suis dans l'énergie masculine quand je gère quand même mon entreprise et je suis dans l'énergie féminine bah, quand je suis à l'écoute des clients, par exemple, Mhm. pour simplifier, bien sûr, hein. Mais du coup, c'est très intéressant parce que je me demande déjà comment cette énergie se manifeste et comment elle est perçue. Tu vois, je trouve Mhm. qu'en fait, il y a vraiment de la place pour une longue conversation sur ce Ah thème. oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, on a à peine effleuré le sujet, j'ai l'impression, mais Ouais, c'est sûr que c'est très, c'est, ouais, c'est un sujet délicat de parler de c'est quoi l'énergie féminine et c'est quoi l'énergie masculine sans, sans effleurer, sans heurter les sensibilités qui pourraient confondre ça avec c'est quoi une femme et c'est quoi un homme, en fait. tout à fait. Euh, Alors que c'est pas de les- ça qu'on parle. Voilà, c'est ça, c'est ça. L'idée, c'est pas de dire les femmes doivent être à la cuisine et les hommes doivent être au travail. C'est pas ça du tout. Mais disons que c'est, ouais, selon moi, il y a une notion de... J'ai envie de dire, la femme doit penser à comment faire les choses et Mhm. l'homme doit le faire. Ok, ouais, Je je pense vois. que c'est un truc un peu comme ça, justement d'anticipation, de planification, de pensée, de connexion peut-être à l'intuition, de réflexion, de choses comme ça. Et puis après, l'homme doit, ok, alors on va passer là-bas à telle heure, et puis faire ça, et puis on doit aller là-bas, et puis pas oublier ce machin, et puis enfin, je sais pas, c'est un peu comme ça que je le vois en fait. Mhm. Mais c'est sûr que chacun a sa propre définition et que c'est pas, j'ai pas la prétention que ma version parle ou plaise à tout le monde, ça c'est sûr. Non, non, mais c'est vrai que ce que j'aimerais, en fait, c'est continuer cette conversation à un Mhm. autre moment et bien sûr, si après c'est intéressant aussi pour Mhm. d'autres personnes, faire évoluer ces sujets, parce que Ouais. j'aimerais beaucoup aussi entendre qu'est-ce que c'est pour un homme, une femme féminine, qu'est-ce que c'est pour une femme, un homme masculin, comment Mhm. on va définir l'énergie. À nouveau, on ne parle pas de stéréotypes, hein, on ne parle pas de rôle de l'homme et de la femme, mais on parle Mhm. vraiment d'énergie puisqu'à niveau des polarités, de toute façon, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine qui vont s'attirer, peu importe en fait Ouais. le genre de la personne. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose de très, très inconscient, de très subtil. On peut regarder une jolie femme et être séduit, mais après, ça veut pas dire qu'on va s'entendre avec elle, quoi. Ouais, Et si on s'entend avec elle, bah, c'est peut-être juste le temps d'une nuit, juste le temps d'un café, juste un mois, juste un été. On sait jamais, parce qu'il y a toujours un peu des facteurs un peu inconscients, un peu subtils, selon moi, qui s'immiscent petit à petit dans la relation qu'on n'a pas forcément conscience au début ou qui sont peut-être faciles à éviter, à faire taire un peu au début, mais qui, si la relation perdure, ces éléments-là vont prendre de plus en plus de place et pouvoir être soit fédérateur au niveau de la relation, soit séparateur, justement. Donc, oui, il y a des éléments qui sont pas forcément en notre portée, quoi. Comme tu disais avant, si on a un des deux qui évolue et pas l'autre, potentiellement, ça va mener au terme de la relation. Et même si les deux évoluent, ça peut mener au terme de la relation. tout à fait, Parce qu'en oui. évoluant, ils se rendent compte que, ah bah non, en fait, c'est plus toi que je veux. Tu as Mhm, été très bien pendant 6 mois, un an, 10 ans, 15 ans. Mais là, aujourd'hui, tu n'es plus l'homme ou tu n'es plus la femme que je veux, tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. Et c'est sûr que l'évolution, ça a ça un peu de, entre guillemets, dangereux si on considère notre vie comme mon accomplissement sera dans le couple. ah, bon, là, tu ouvres un sujet. Je pense que là, on pourrait parler pour les prochaines 3 heures. Ça, C'est comme les blockbusters, c'est comme les films. Je lance un teaser là, puis comme ça pose les bases pour la version. exactement, pour la prochaine fois. Ouais, je pense qu'on Exactement. parlera de ça la prochaine fois parce que Ouais. c'est très intéressant comment faire aussi pour être, disons, épanoui. Si on avait imaginé quelque chose, Ouais. imaginons que, bah, imaginons, voilà, qu'on avait imaginé on vit des couples, hein, qu'on avait une Ouais. certaine image et cette chose ne se réalise pas. Par Ouais. exemple, comment être épanoui. Mais voilà, comme je disais, je pense que ça sera là une conversation pour les prochains Ouais. cafés virtuels.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ce sera. Là, si on parle maintenant, on en a encore pour 1 heure, donc ça va faire long après. Donc, Très bien. Bon, alors merci beaucoup, Patrick, pour mais cet avec échange. grand plaisir. Merci à toi pour ton temps et pour tes partages aussi. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao, Diana. Ciao, Ciao. ciao.